mois dernier, nous avions le plaisir de recevoir Denis Nabert qui est avocat à Saint-Tropez et qui a répondu à vos nombreuses questions. Ça nous a fait énormément plaisir de voir que ça marchait bien. Alors après Denis Nabert, eh bien, on s'est intéressé à la malbouffe qui règne sur notre vie et sur notre alimentation. Alors on mange trop salé, on mange trop sucré, on mange mal, ça c'est sûr, mais quoi faire? Là est la question. Eh bien, pour y répondre, ce soir, je reçois Alexandra qui est diététicienne nutritionniste. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Dans le golfe de Saint-Tropez. Bonsoir, Voilà. Alex. Bonsoir, Ça Marc. va? Oui, très bien. Bon, alors, merci d'avoir accepté cette invitation Avec plaisir. à cette émission. Le principe de l'émission, bien sûr, c'est les gens, les web téléspectateurs, on les a un peu baptisés comme ça, posent des questions et le but du jeu, c'est d'essayer d'y répondre. Si on ne peut pas y répondre très précisément, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, avec l'accord, bien sûr, de la personne qui a posé la question, on donnera les coordonnées, Oui. ensuite vous vous mettrez en relation et on ira peut-être un petit peu plus loin dans la question. D'accord. Mais ma première question, Alexandra, c'est ce métier de diététicienne nutritionniste, en fait, ça sert à quoi? Alors, moi, en tant que diététicienne nutritionniste, mon rôle, c'est d'aider les gens à mieux se nourrir. Soit pour retrouver un bon état de santé quand il y a eu une pathologie, ou alors simplement pour maintenir un bon état de santé, pour prévenir une pathologie. Donc, en fait, ça peut être pour des gens qui ont un problème, ou simplement pour des gens qui veulent mieux se nourrir pour être plus en forme, mieux dans leur corps et mieux dans leur tête aussi. Bien sûr. Voilà. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu vis. Voilà, c'est vrai. Grosso modo, c'est ça. Alors, on a déjà des questions, Alexandra. Je vais directement passer à la première question de Michel Wagner. Bonsoir Michel. Michel nous pose la question, pouvez-vous nous parler de la rééducation alimentaire chez les diabétiques? Alors, chez les diabétiques, la rééducation alimentaire, alors déjà, ça dépend si on a affaire à un diabète de type 1 ou un diabète de type 2. Donc là, en l'occurrence, je sais pas trop. C'est quoi la différence entre le type 1 et le type 2? Alors, le diabète de type 1, c'est une maladie qui est auto-immune, qui est détectée très tôt, en général dans l'enfance ou à l'adolescence. Et en fait, c'est votre système immunitaire qui grignote les glandes qui sont censées sécréter l'insuline et donc amener l'insuline. C'est une hormone qui est censée amener le glucose du sang dans les cellules. Et le diabète de type 2, en général, c'est plutôt un diabète qui survient vers une cinquantaine d'années ou une soixantaine d'années et souvent suite à un surpoids. D'accord. Dans tous les cas, l'alimentation, elle va surtout être... ce qu'il va surtout falloir... ce sur quoi il va falloir faire attention, c'est les aliments sucrés. Mm-hmm. Et donc, par exemple... alors c'est sûr, il va falloir éviter quand même les aliments, les produits riches en sucre. Hein. Ça doit pas être interdit, mais ça doit rester occasionnel, quelque chose pour se faire plaisir. Et de préférence, on évite de le manger entre les repas. Voilà, entre les repas. On essaye de manger ça à l'intérieur du repas. D'accord, en adro au dessert, par exemple. Voilà, oui, ou même en collation de 4 heures, mais si vous mangez quelque chose à côté, par exemple du pain, vous mangez du chocolat, vous mangez un petit peu de pain à côté, ou un petit peu de noisettes, un petit peu d'amandes, voilà, là vous allez apporter des fibres et vous allez éviter un pic de glycémie comme ça. Sinon, il y a quelque chose aussi qui est très important dans le régime des diabétiques, c'est l'index glycémique. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus souvent. Et en fait, vos produits qui sont sucrés ont quand même une certaine rapidité de digestion. D'accord, il y a les sucres lents et les sucres rapides. Alors, il y a les sucres lents et les sucres rapides, mais même au sein des sucres rapides, vous avez des aliments qui vont quand même être... Je veux dire, par exemple, un fruit, c'est un sucre rapide, mais il y a des fruits qui vont arriver plus rapidement dans le sang. Donc, ils ont un index glycémique élevé et d'autres qui vont mettre plus de temps à arriver dans le sang. Le but, c'est d'avoir des index glycémiques bas pour pas trop réveiller cette insuline, en fait. C'est ça, voilà. Qui vont arriver lentement dans voilà. le sang. Donc, on privilégie les IG bas, en fait. D'accord. Donc, moi, Comment on le sait? Comment on le sait? Comment on peut le savoir? Vous pouvez pas le savoir par vous-même, il faut faire des recherches là-dessus. Moi, je peux pas tout vous... J'en connais quelques-uns. Si on va sur Internet, on peut trouver des indications? Oui, regardez vos sources quand même. Ouais. Regardez les sources fiables. Mais oui, maintenant, c'est quelque chose dont on parle. Ça fait pas très longtemps, hein, mais on en parle de plus en plus. D'accord, on s'est rendu compte de ça. Voilà, on s'est rendu compte de ça. Ouais.
Donc, pour résumer, Michel, eh bien, tu peux manger du sucre, mais il vaut mieux le manger au cours d'un repas, pas l'isoler. Voilà, pas de manière isolée. Et des sucres. Et des sucres de préférence à index glycémique bas. Voilà. D'accord, très bien, merci. Alors, la question suivante nous vient de Véronique, bonsoir. Bonjour, je penche vers une alimentation végétarienne, mais j'ai un enfant de 6 ans et je voudrais savoir s'il y a danger pour lui d'être privé de viande. Alors c'est vrai, moi je suis adulte, je dis tiens, je décide, je vais devenir végétarien, je veux plus manger de viande, mais si je veux l'imposer à mon enfant, il y a des risques ou pas? Alors là, pour le coup, apparemment, ça a l'air d'être un choix de la personne. Je ne sais pas si donc elle veut imposer ce choix à son enfant ou si simplement la question porte sur est-ce qu'elle est obligée de faire 2 menus différents. Donc effectivement, il y a 2 choses différentes. Il y a le végétarisme et le végétalisme. Les végétariens continuent à consommer des œufs et des produits laitiers. Donc je pense que c'est ce que doit faire cette femme. Sinon, elle serait végétalienne. Dans ce cas-là, végétalien, ça implique d'enlever, de retirer... Plus de fromage, plus de produits laitiers, plus de gâteaux alors, puisqu'il y a les œufs. Oui, complètement. On mange quoi quand c'est comme ça alors Vous mangez des fruits, des légumes. La salade. Vous pouvez manger des protéines, mais des protéines d'origine végétale, comme celles qu'on va trouver par exemple dans les légumineuses ou dans les céréales. Mais là, en l'occurrence, la personne, si elle est végétarienne, elle consomme encore des œufs, elle consomme encore des produits laitiers. Donc, par ces 2 aliments, elle continue à consommer des protéines de très bonne qualité. D'accord. Donc pour son enfant il n'y aura pas de carence. En revanche, disons qu'au niveau du fer, l'œuf n'est pas une bonne source de fer. En revanche, dans les produits laitiers, vous avez quand même une bonne source de fer. Mais c'est vrai qu'une viande rouge, vous aurez quand même plus de vitamine B12 qui intervient dans le métabolisme des globules rouges et vous aurez plus de fer. Donc, éventuellement, si elle a un enfant, une fois par semaine, mettre une viande rouge. Est-ce que le poisson est interdit aussi ou... En général, les végétariens ne consomment pas de poisson non plus. Non, juste des œufs et des produits laitiers. Ok. Voilà. Il vaut mieux poisson ou viande Vaut mieux poisson ou viande. Tout est une question si vous mangez de la viande en quantité raisonnable, c'est pas dangereux. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance de plus en plus à manger de la viande et de moins en moins de poisson. En revanche, le poisson, c'est vrai que c'est quand même moins gras que la viande et il y a quand même des acides gras qui sont plus intéressants que ceux qui sont dans la viande. Dans la viande, vous avez plus d'acides gras saturés qui sont plus dangereux en fait pour le cœur surtout. Voilà. D'accord. Alors que dans le poisson, vous allez avoir des acides gras qui sont polyinsaturés et qui sont cardioprotecteurs en fait. Très bien. Voilà. Manger du poisson, Véro. Du poisson et encore plus des poissons gras, ce qu'on appelle les poissons gras, qui sont certes gras, ils ont plus de lipides, mais ils en ont quand même moins que dans la viande. Mais c'est-à-dire tout ce qui va être sardines, thon, maquereau, saumon, ça c'est des poissons qui sont riches en oméga 3. Les oméga 3, on en manque cruellement, on n'en consomme pas assez. Et pour tout ce qui est phénomène inflammatoire, fonctionnement du cerveau, mémoire, très ça marche important. Bien. Ouais. Véro, j'espère qu'on a répondu à ta question. Pour ton fils de 6 ans, écoute, a priori, il n'y a pas de danger. Mais enfin, un petit poisson de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Voilà. Évidemment, un poisson frais, quand on va chercher chez le poissonnier. Oui, ou même... On ne va pas faire du Jean-Pierre Coff, mais... non, oui, c'est mieux. Mais après, pour quelqu'un qui n'a pas forcément le temps d'aller chez le poissonnier... vous prenez une sardine en boîte, il n'y a rien de plus simple et c'est très bon pour la santé. Très bien. Allez, on passe à la question suivante de la malice. Tiens. Quel est le moment le plus préférable dans la journée pour consommer des protéines, sachant que je fais du sport, alors la personne fait du cardio, 2 ou 3 fois par semaine, le soir vers 19h. Je suis âgé de 45 ans et je pèse 80 kg pour 1m80. Ça, c'est super précis. Oui, c'est précis. C'est précis. C'est bien. Alors, donc, le meilleur moment pour consommer des protéines, je dirais le matin et le midi. Le matin, c'est vrai qu'on a tendance à faire des petits déjeuners sucrés, nous, en France.
Et c'est un peu dommage en fait. Ah bon? Ouais. Manger des viennoiseries, moi mon petit pain au chocolat, il faudrait que je l'oublie alors? Il faudrait que vous l'oubliez. Ça doit rester occasionnel. Voilà, parce que c'est vrai que le meilleur moment pour consommer des protéines, c'est le matin, parce que les protéines, c'est rassasiant en fait. D'accord. Et en plus, manger du sucre comme on le fait en France, oui. C'est pas bien parce que vous avez jeûné toute la nuit et en fait, votre insuline, elle est sécrétée toute la journée. Ce dont on parlait tout à l'heure, hein, l'insuline qui sert à ramener le sucre en fait dans les cellules en fait. Et en fait, si vous mangez du sucre le matin, vous faites un pic d'insuline, une hyperglycémie, et en fait, vous sécrétez beaucoup d'insuline le matin. Et après, ça retombe. Et après, ça retombe. Faites l'expérience de manger du pain beurre confiture et le lendemain de manger du pain beurre avec une tranche de jambon. Vous aurez sûrement beaucoup moins faim en mangeant du pain beurre jambon. Donc le petit déjeuner salé comme on le fait en Angleterre. C'est ça? C'est eux qui ont raison? C'est eux qui ont raison. Voilà. Ah bah ça sort. Non, c'est vrai. Et en plus, souvent les gens n'y pensent pas et ils me disent mais moi j'aime bien, mais je fais ça qu'à l'hôtel. Et en fin de compte, manger un bout de fromage le matin ou une tranche de jambon ou des œufs, c'est idéal, bien mieux que du pain beurre confiture. Donc là, pour revenir à la question, je dirais le matin. Le matin. Et le midi aussi, parce que si vous consommez une certaine dose de protéines, et on va dire quand même de protéines plutôt animales, le midi, là encore, vous avez un sentiment de satiété, vous tiendrez mieux votre après-midi. À la limite, le soir, il vaut mieux mettre des protéines végétales. Voilà, maintenant, si c'est quelqu'un qui fait du sport, c'est un sportif d'endurance du cardio, oui, c'est du cardio. Voilà, c'est pas quelqu'un qui fait de la muscu, voilà. Apparemment, c'est quelqu'un qui fait du cardio et qui a 45 ans. Donc, voilà, alors effectivement, c'est vrai qu'il peut avoir une proportion de protéines qui doit être un petit peu plus importante que chez un adulte qui n'a pas spécialement, qui fait pas spécialement du sport de manière soutenue. Maintenant, c'est plutôt sur les glucides complexes qu'il faudra augmenter la consommation. Mais voilà, en protéines, manger des protéines au petit déjeuner et le midi, c'est le meilleur moment pour consommer des protéines. Ok. Bah écoute, de la malice, j'espère que Alexandra j'espère que j'ai répondu à la question. A répondu à la question. Sinon, tu repostes, il n'y a pas de souci. Allez, on continue. On continue avec Béret 83. Alors, est-ce qu'il y a un risque à ne plus manger de gluten? Est-ce qu'on risque une carence? Alors, c'est vrai que j'ai un peu peur que ce soit un effet de mode. En ce moment, on dit, oh là là, du gluten, alors on vend du pain sans gluten, on vend des trucs sans gluten. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un risque de manger plus du tout de gluten? Alors, déjà, pour définir ce que c'est le gluten, c'est une protéine qu'il y a dans le blé. C'est une protéine qui est allergène, qui peut être allergène. Maintenant, il y a des gens faut faire une différence entre les gens qui ont une intolérance ou ceux qui ont vraiment une vraie intolérance. Ça s'appelle la maladie cœliaque. Ça, c'est une vraie maladie. C'est des gens qui ne peuvent pas supporter même une once de cette protéine-là. Ça leur fait vraiment des diarrhées, ça crée des malabsorptions, tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu cet effet de mode avec des gens qui me disent est-ce que je dois plus consommer de gluten? Si vous n'avez pas d'intolérance au gluten, il n'y a pas de raison de plus consommer du gluten. Maintenant, forcément, le gluten, on va le retrouver donc dans des céréales, dans des pâtes, dans le pain, dans tout ça. Donc effectivement, pour les gens qui diminuent leur consommation de gluten, c'est aussi des gens qui vont donc diminuer la consommation de féculents. Donc forcément, ils vont se sentir un peu plus légers. Voilà, on est moins ballonné. Maintenant, ne plus consommer de gluten du tout, non, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque de carence. En fait, voilà, il n'y a aucune utilité, je dirais, s'il n'y a pas d'intolérance au gluten. Mais par contre, par choix, si c'est quelqu'un qui ne veut plus consommer de gluten, il n'y a aucun risque à ne plus en consommer. D'accord. Alors, moi, j'ai une petite question et après, on fera une pause obligatoire. Il n'y a pas de spot de pub où on mange, donc ça ira. Mais il n'y a pas les lobbies de l'agroalimentaire, je te rassure. Moi, j'avais une question, c'est sur les régimes. Oui. Ça aussi, parce qu'on parlait de mode avec le gluten, etc. L'été approche, on regarde sa silhouette le matin devant la glace, et on se dit, oh là là, il faut que je perde des kilos, donc je vais m'attaquer à un régime, il faut que je perde 5 kilos en quelques jours. On en est où de ces régimes? C'est du vent ou il y a des choses qui marchent?
Alors, bon, moi, je suis diététicienne, donc c'est vrai que je garde un œil quand même assez critique en général sur les régimes, parce que moi, je vois les gens qui font des régimes. En général, les régimes, soit c'est carencé, soit, ah bah oui, vous perdez beaucoup de kilos parce qu'on vous diminue énormément votre apport énergétique, donc c'est sûr vous perdez, mais finalement vous vous frustrez sur plein d'aliments, vous vous carencez parce que vous diminuez, enfin vous interdisez certains aliments et forcément vous maigrissez parce que vous diminuez énormément l'apport énergétique. En revanche, le moment où vous vous remettez à manger normalement, forcément ces kilos-là vous les reprenez et en plus comme vous êtes frustré en général, vous reprenez plus. Donc moi les régimes quels qu'ils soient, je ne suis pas du tout pour. Moi, je suis pour. Manger équilibré. Manger équilibré, voilà, en fonction des goûts. Associer les aliments. Oui, après, il y a des associations à faire aussi, mais c'est surtout. Ce qu'il faut, c'est écouter la personne, écouter déjà. Bon, regarder, faire en fonction de ses besoins, en fonction de son activité physique, mais aussi écouter la demande de la personne, les goûts de la personne, ses disponibilités aussi. Et puis faire quelque chose en fonction de tous ces paramètres pour amener la personne en fait vers des habitudes, de meilleures habitudes alimentaires sur un rééquilibrage. Et une perte de poids lente. Une perte de poids lente parce qu'il faut laisser le temps à son corps de se dire, j'élimine, là j'en suis là, donc oui, on perd tout doucement. On acquiert des nouvelles habitudes, mais qu'on pourra garder toute sa vie parce que moi, je ne recommande pas d'interdire tel ou tel aliment. Il faut manger de tout. Et après, en fonction, voilà, c'est fait pour avoir de nouvelles habitudes qui seront santé et qui seront toute votre vie. Et vous n'aurez pas besoin de vous priver. Et vous aurez perdu tout doucement, mais vous ne les reprendrez pas, ces kilos-là. Très bien. J'espère que vous avez compris. Bon, eh bien, écoutez, nous, on va faire une petite pause, le temps d'aller au frigo, et puis on se retrouve juste après la pub. La société Cosystem, installée sur le golfe de Saint-Tropez depuis 2007, est spécialisée dans l'alarme, la vidéosurveillance et la sécurité électronique. Protéger votre habitation et vos locaux commerciaux est une nécessité. Cosystem est dépositaire de la marque d'Item, qui est l'inventeur de l'alarme sans fil. Choisir Cosystem, c'est investir dans la sécurité des biens et de votre personne. Cosystem, dans le golfe de Saint-Tropez, c'est au 04 94 54 73 54. La société Marine Plaisance, implantée à Cavalère depuis 1978, propose à la vente des bateaux neufs et d'occasion, mais aussi un espace de carénage, une cale de mise à l'eau et un grutage des unités jusqu'à 40 tonnes. Marine Plaisance vous propose également de découvrir son agence commerciale avec accueil des clients. Marine Plaisance est concessionnaire des marques Jeannot, Prestige, Prestige Yacht, agent motorisé Volvo, Suzuki, Mercruiser. L'assurance d'une navigation réussie en toute sécurité, c'est Marine Plaisance à Cavalère. Téléphone au 04 94 64 01 32. Depuis plus de 30 ans, l'entreprise TVS Eric Schwartz est spécialisée dans l'équipement et l'installation en hydraulique des parcs et jardins. TVS installe tous les équipements pour les forages jusqu'à des profondeurs supérieures à 350 mètres. TVS réalise pour vous l'arrosage automatique, la création de bassins naturels, d'étangs ou encore la création de cascades et fontaines. Dans le golfe de Saint-Tropez, la garantie d'une maîtrise hydraulique, c'est TVS Eric Schwartz au plan de la Tour, au 04 94 43 79 60. Voilà, de retour sur le plateau de Là et la question, toujours en compagnie d'Alexandra qui est diététicienne nutritionniste et qui nous apporte des informations très intéressantes. Alors on attaque de suite parce qu'on a pas mal de questions. J'ai une question de Licorne. Pourquoi certains aliments font grossir? Point d'interrogation. Ensuite, il y a marqué enfant de 12 ans. Alors, je ne sais pas si c'est un enfant de 12 ans qui pose la question, mais voilà, pourquoi il y a des aliments qui font grossir et d'autres pas? Simplement parce qu'il y a des aliments qui sont qui contiennent. Là, c'est purement une question de calories en fait. Il y a des aliments qui contiennent plus d'énergie, donc de calories, que d'autres. Forcément, si vous allez vers tout ce qui est
tout ce qui est huile ou graisse et tout ce qui est produit sucré, riche en sucre rapide, vous avez des produits là qui font grossir, voilà, si on peut dire. Des aliments qui font grossir, des aliments qui sont caloriques. D'accord, donc à voir. Bon, alors, c'est sûr que aujourd'hui, quand je disais en introduction, on mange mal, même on peut dire on bouffe mal, c'est vrai que association, coca, hamburger et compagnie, c'est pas bon pour le poids, c'est sûr. Hein, faut le dire. Oui, faut le dire. C'est même très mauvais. Oui, c'est très mauvais. Alors, par exemple, là, vous me parlez du coca. Quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'aliment interdit. Moi, par contre, les sodas, c'est quelque chose que je dis, mais c'est à bannir. C'est quelque chose qui acidifie votre organisme. C'est très cariogène, ça fait des caries. Ça fait grossir, ça fait sécréter de l'insuline toute la journée parce qu'en général, les gens qui boivent du coca, ils en boivent, enfin je veux dire, c'est pas bu au sein du repas, c'est bu en dehors. Toute la journée. Et pour le coup, c'est le premier facteur en cause dans l'obésité infantile. D'accord, voilà. C'est bien pour ça que je posais la question. Le sucre sous forme liquide et plus particulièrement les sodas. Oui, tout à fait. Donc attention à ce qu'on fait, parce qu'en fait, si on a envie de manger, on peut très bien prendre une barre de céréales, on n'est pas obligé de prendre un coca dans la journée, parce que c'est ça, on a ce sentiment d'avoir besoin d'alimenter en sucre, hein, c'est compulsif. Le problème c'est que le sucre, c'est quelque chose, et ça c'est scientifiquement prouvé, c'est quelque chose d'assez addictif. Hein. C'est ça. Donc des gens qui ont cette habitude comme ça de sucrer, d'avoir ce goût sucré dans la bouche, voilà, c'est vraiment un besoin, c'est un appel du cerveau. En plus de ça, ça réfère souvent à des aliments qui sont un peu des aliments de l'enfance, la tarte de maman, le chocolat de quand on était petit, le Kinder, tout ça. Et donc c'est vrai que c'est des aliments qui font plaisir. Après, de toute façon, il y a deux choses. Il y a par exemple, vous mangez du chocolat. Le chocolat, il y a un acide aminé dans le chocolat qui sert à synthétiser la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du plaisir. C'est bien. Donc quand vous mangez du chocolat, si on se sent bien, c'est aussi pour ça. Maintenant, pour tout ce qui est produits industriels, les barres chocolatées, tout ça, ça on le dit peu, mais il commence à y avoir des reportages là-dessus. C'est des produits qui sont élaborés par rapport à des IRM. On regarde quelle s'adresse directement au cerveau. On regarde quelle partie de votre cerveau est en... Voilà. Et si on voit que c'est la partie du plaisir, forcément, on va produire... On va produire certains petits biscuits là, qui s'appellent des Sprinkles. En mangeant, c'est impossible d'en manger que. C'est impossible. Ça s'adresse directement au mange-moi. C'est exactement ça. Quand on fait quand on fabrique des produits en fonction des zones qui s'activent dans le cerveau, forcément, c'est ce type d'aliments que quand vous en mangez un, vous en mangez 12. Vous mangez un chocolat noir à 70%, 80%, et c'est sûr, la première fois que vous allez manger du chocolat noir à autant de cacao, ça va vous faire tout drôle. Mais par contre, je veux dire, vous en mangez 2, vous êtes content, ça fait plaisir, et vous n'avez pas envie d'en manger 10. Quoi. Très bien. Eh bien, justement, ça continue. Une question de Jadou. Quels types de régimes sont véritablement efficaces? C'est une jeune fille de 16 ans qui pose la question. On sait, à cet âge-là, on fait attention à sa ligne. Dès qu'on prend un peu du ventre, il faut que je fasse un régime. On revient un peu à la question de tout à l'heure, régime par régime. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Moi, je ne conseille pas du tout, surtout à une jeune fille de cet âge-là, de faire des régimes. Moi, pour le coup, j'ai dans ma famille quelqu'un qui a fait des régimes depuis qu'elle a 16 ans, qui s'en est jamais sorti. C'est en permanence, vous mettez votre corps en situation de diète. Votre corps, donc, il abaisse sa dépense énergétique. Il se met, lui, physiologiquement en situation... Oui, il se met physiologiquement en situation de famine. On est censé faire face à une famine. Votre corps, à ce moment-là, quand vous lui faites faire un régime, vous le mettez en situation de famine. Mais en fait, il diminue son métabolisme de base. Au fur et à mesure, il le diminue, il le remontera jamais. Donc, faire des régimes, c'est il vaut mieux manger peut-être se limiter sur les quantités. Alors, il y a une question de portion et il y a complètement une question d'équilibre. Moi, quand je fais quand les patients viennent me voir, quand je leur fais derrière des menus,
ils ont toujours l'impression de manger plus que ce qu'ils mangeaient avant. Mais par contre, ils maigrissent. Donc il y a une question de quantité, mais il y a aussi une question des aliments vers lesquels vous allez. Voilà, c'est sûr qu'un aliment qui est très riche en sucre, il doit rester occasionnel. Maintenant, vous pouvez vous faire plaisir et vous combler avec des aliments qui sont bons pour la santé. Et je ne parle pas d'une carotte crue à grignoter de temps en temps. Non, vraiment de vrais repas. Voilà. Oui. Très bien, j'espère qu'on a répondu. Jadou, attention. Voilà, attention au régime. Et si c'est quelqu'un qui veut perdre du poids, moi, je lui recommande forcément d'aller voir une diététicienne, justement. Oui. Pas rester tout seul dans son coin. Non. Attention au site internet et compagnie. Il y a à prendre et à laisser. D'accord. Allez, on passe de suite à la question suivante qui est de Tatico83. C'est bien, on sait qu'on est dans le Var. Alors Tatico nous dit bonjour, je n'ai jamais faim le matin. Est-ce que c'est vraiment contre-indiqué lorsqu'on essaye de perdre un peu de poids? Alors, si je comprends moi sa question, il ne mange pas le matin, il se dit est-ce que c'est bon de ne pas manger le matin, puisqu'il dit qu'il n'a pas faim? Est-ce que c'est bon dans cette histoire de perdre du poids? Il vaut mieux manger le matin ou pas? Alors, il vaut mieux faire 3 repas dans la journée, avec éventuellement en plus une collation. Maintenant, il y a des gens qui ont des horaires décalés, qui ne peuvent pas forcément faire 3 repas dans la journée. Tout dépend de l'activité de cette personne. Moi, oui, je recommande de manger le matin. Vous avez jeûné, pendant 10 voire 12 heures toute la nuit, donc manger le matin, c'est quand même assez important. Surtout si derrière vous avez une activité. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a peu d'activité et que quand elle se réveille, ça dépend aussi l'heure à laquelle elle se réveille. Si elle se réveille à 4 heures du matin, j'imagine qu'elle n'a pas faim. Donc après, la solution qui peut y avoir, c'est de ne pas prendre ce petit déjeuner au réveil, mais éventuellement de se faire une petite collation, sur 9h, 10h, une tranche de pain avec une tranche de jambon ou un fruit. Mais en aucun cas se forcer. Non, je ne recommande pas de se forcer. De toute façon, c'est aussi quelque chose que je veux véhiculer. On entend beaucoup de choses à travers des magazines, à travers l'alimentation, c'est devenu presque une problématique. Les gens finissent par ne plus écouter ni leur tête ni leur corps. Vous demandez à un enfant de 4 ans qui donc n'est pas soumis à tous ces parasites, vous demandez à un enfant de 4 ans, il sait quand il a faim, il sait quand il a plus faim. Donc nous, on en oublie ça. Oui, parce que c'est la partie instinctive, la bouche. Ça passe pas par la réflexion. Ça fait partie de l'instinct. Voilà, complètement. Vous avez des hormones qui sont là pour vous dire que vous avez faim. Il y a un signal qui est envoyé au cerveau. Ça n'a effectivement rien à voir avec la tête. Ça a à voir avec la physiologie, ça a à voir avec votre corps. Donc il faut l'écouter. Si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Très bien. On a une question qui est un petit peu redondante parce qu'on en a parlé, mais on la pose quand même. C'est une question de Lisa. Bonjour Lisa. Est-ce que les sodas light, on n'en a pas parlé du light, est-ce que les sodas light sont une solution lorsqu'on aime le sucre et qu'on ne veut pas grossir? Alors, j'ai l'impression qu'on se donne une bonne conscience en prenant du light, non? C'est pas ça? Oui, mais après c'est pas de la faute, c'est pas de la faute aux personnes, c'est de la faute à tous ces produits marketing, en fait. On vous vend du light, mais moi, en fait, ce que je recommande, vous êtes très sucre. Bon, alors, comme je disais, les sodas, c'est vraiment quelque chose... proscrire. Maintenant, vous aimez beaucoup le sucre. Mangez du sucre, du vrai sucre, mais toute proportion gardée, c'est toujours un problème de portion. Après, si vous mangez des quantités raisonnables de sucre, il n'y a pas de raison d'aller... Moi, je ne recommande pas les choses qui sont allégées parce que c'est souvent des édulcorants. Des édulcorants, déjà, on n'a pas suffisamment d'études. Aspartame, compagnie. On n'a pas suffisamment d'études qui prouvent quel impact ça pourrait avoir sur la santé. Moi, dans tous les cas, les choses qu'on ne trouve pas dans la nature, je ne suis pas hyper pour non plus. Et en plus, il y a quand même quelques études qui mettent en corrélation l'obésité avec les édulcorants quand même. D'accord. Et en plus, le problème de boire des sodas allégés, mais comme n'importe quel produit qui est allégé, mais qui a quand même ce goût sucré, c'est que vous ne vous déshabituez jamais du goût sucré.
c'est un goût sucré qui vient masquer en fait à chaque fois toute la subtilité des aliments. Par contre, on peut le remplacer par quoi? Le soda. Ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de boire des trucs Moi, je vais vous dire, la seule boisson dont votre corps a besoin, c'est l'eau. Hein. C'est l'eau plate. Hein. Ouais. Maintenant, si vous avez envie de l'aromatiser un petit peu, vous pouvez l'aromatiser, je sais pas moi, avec du citron, avec un peu de menthe, avec. Voilà. Maintenant. Vous pouvez vous faire de temps en temps un petit sirop, de temps en temps un petit jus de fruits, en gardant à l'esprit que même un jus de fruits, même 100% pur jus, moi des fois les patients me disent oui mais c'est du 100%. Oui mais voilà, si une fois dans votre vie vous vous êtes déjà fait une orange pressée, pour faire ça de verre il vous faut 4, 5 oranges. Donc une orange c'est très bon pour la santé, 5 ça l'est beaucoup moins, c'est très sucré. On est dans l'excès. On est dans l'excès. Donc c'est toujours pareil, vous voulez boire... Vous buvez de l'eau et quand vous avez envie de quelque chose d'aromatisé, vous le faites, mais exceptionnellement. Voilà, un apéritif avec les parents, on boit une eau aromatisée, oui, pourquoi pas. Ça marche. Allez, on continue avec de Fredou Pédou. Combien de fois dans la semaine doit-on, alors peut-on, je vais dire, doit-on consommer viande blanche ou rouge? Alors déjà, différence entre viande blanche ou rouge, volaille, viande blanche, bœuf, etc., viande rouge. Voilà, c'est ça. Alors, bœuf, cheval, ça va être des viandes rouges. Le cochon, c'est une viande blanche? Le porc, c'est une viande blanche. C'est une viande blanche, voilà, ouais. D'accord. Après, vous allez trouver à peu près la même dose de protéines, que ça soit, que ça soit dans une viande rouge, dans une viande blanche. Dans certaines viandes blanches, il va y avoir plus de fer. Lesquelles d'Inde, des choses comme ça, non? Dans certaines viandes rouges, plutôt. Ah, voilà, plutôt le fer plus dans la viande rouge. Voilà. D'accord. Après, il y a une viande qui est un peu... qu'on consomme moins maintenant, mais qui est très intéressante, autant au niveau protéines que fer, et qui est très peu grasse, c'est la viande de cheval. Ah ouais, mais alors là... Mais en plus, avec les scandales qu'il y a eu sur la viande de cheval et tout, maintenant, voilà. On va se faire tuer. Mais la volaille? La volaille, c'est une très bonne viande. Maintenant, c'est sûr que plus vous allez vers des morceaux, ce qu'on appelle les morceaux de première catégorie, c'est-à-dire les morceaux les plus musclés, moins vous avez de graisse. D'accord. Et donc là, la question... Combien de fois par semaine? Combien de fois par semaine? C'est l'idéal. L'idéal, ça, je peux pas trop répondre parce que ça va dépendre de la taille de la personne, de son poids, de si c'est un homme, si c'est une femme, de son activité physique, de est-ce que c'est un adolescent en pleine croissance ou est-ce que c'est une petite dame qui a 70 ans. Ça dépend. Maintenant, c'est une bonne question parce qu'on mange trop de viande. Donc, diminuer sa consommation de viande, c'est une très bonne chose, autant pour votre santé que pour l'environnement, hein, parce que c'est quand même un fléau pour l'environnement. D'accord. Voilà, il y a trop de. Puis il faut voir aussi ce qu'on fait subir aussi aux animaux. Donc à ce moment-là, manger moins de viande, mais aller meilleur, bio. Voilà, bio. Et le bio coûte quand même. La viande bio coûte quand même très cher. Donc si vous mangez pas de la viande bio, vous pouvez aller vers des viandes qui ont des labels. En France, on a des labels qui sont très stricts. Donc vous avez des animaux qui ont largement assez de territoire pour courir, qui sont on en parle de plus en plus, ça, quand même. Donc c'est vrai que voilà, évitez les poulets en batterie, déjà pour l'animal et pour vous, quand vous mangez des poulets en batterie, vous mangez des antibiotiques, vous mangez des hormones, vous mangez un poulet qui n'a pas couru, qui n'a aucun muscle, qui est fait que de gras. Donc voilà. Ceci dit, nos parents et même nos arrière-parents, je ne sais pas si c'était par mesure d'économie, mais on mangeait les choses une fois par semaine. Ouais. On mangeait du poisson le vendredi une fois par semaine et on mangeait de la viande une fois par semaine. Il y a peut-être derrière, il y a peut-être une démarche aussi qui n'était pas simplement économique. Hein. Peut-être. Il y avait peut-être pas une... On a des questions à se poser. Allez, une question de Papou. Bonsoir Papou. Quelles sont les raisons pour lesquelles les enfants de 10-15 ans vont prendre subitement beaucoup de poids? Alors, je ne sais pas ce qu'il entend, Papou, je ne sais pas ce que tu entends par subitement, si ça se fait sur quelques mois ou quoi que ce soit, mais je crois l'alimentation... Alors après, ça dépend ce qu'il entend par subitement. Ouais. C'est évident que la classe d'âge qui... 10-15 ans. Voilà, la classe d'âge qu'il est en train de citer, c'est la pleine croissance. Hein. Donc forcément, en pleine croissance, vous augmentez votre masse musculaire, votre masse osseuse, votre masse grasse. Donc forcément, vous prenez du poids. Puis vous grandissez, donc forcément, vous prenez du poids. Et en plus, en général, c'est des moments où on se met à manger, à avoir plus envie
produits gras, de produits sucrés. Donc voilà, c'est toujours les moments où on prend quelques kilos un peu superflus qu'on repère après, quoi. Par contre, on peut le rassurer, de Papou. Ça ne veut pas dire parce que l'adolescent à ce moment-là prend du poids qu'il va le garder, ce poids-là. Non, voilà. On a vu souvent des enfants à cet âge-là presque à la limite du surpoids, oui. Et puis après d'un coup s'affiner, Bon, grandir, et voilà, et c'est pas irrémédiable. Il y a une énergie qui se stocke au moment de l'adolescence, qui est faite parce qu'il faut faire face à une augmentation de votre taille, à plein de choses comme ça, et donc l'énergie est stockée. Comme je vous dis, on augmente toutes les masses. Et effectivement, une fois l'adolescence terminée, on perd tout ça, on perd nos formes. Alors, on a le couple, parce qu'on avait 2 papous, maintenant on a 2 mamounes. D'accord. On a le couple. 2 mamounes, nous dit, est-ce que les sodas dits zéro sont vraiment dépourvus de toutes calories? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, ça dépend. Il y a. Alors, ça, pour ça, voilà, ça c'est une encore question une question. métante. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est surtout là, là, faut voir tout ce qu'on met sur le marché en permanence. Ouais. Moi, j'ai pas en tête tous les sodas 0%. Donc, il faudrait que cette personne regarde la composition de son soda. C'est marqué de toute façon sur la bouteille, non? C'est une obligation. En France, on a une obligation de marquer le nombre de calories. Le nombre de calories déjà, mais tout ce qui compose l'aliment. Maintenant, ils sont pas fous. Ils vous mettront pas sucre. Des fois, ils vous mettent des termes comme maltodextrine, par exemple. D'accord. Voilà. Maltodextrine, il faut savoir que c'est un sucre. Oui. C'est un sucre. Ouais. Donc, ce qu'on peut dire à la personne, c'est de regarder effectivement la composition. Oui. Et si il y a un terme qu'elle ne connaît pas, dictionnaire, Internet. Éventuellement, oui. Donc, il y a des moyens de toujours regarder la composition. Oui, quand vous prenez un 0%, ne faites pas confiance à juste c'est marqué 0%. Non, regardez quand même la composition. La question de Guillaume. La question de Guillaume, pardon. Combien de fois par semaine puis-je raisonnablement manger au McDo? Hamburger, soda, frites, sundae. Là, c'est le repas complet. Hein. Combien de fois par semaine? Raisonnablement, hein, il a dit. Par semaine? Oui. Alors là, je vais dire... Pas du tout? Non. Une fois par mois, oui, pourquoi pas. Plusieurs fois par semaine, c'est beaucoup. Ouais. Voilà. Alors... Moi, voilà, si on me demande mon avis, oui, c'est trop. C'est trop. Alors, c'est vrai que c'est difficile parce que souvent, on a affaire à des personnes qui n'ont pas le temps de manger, qui travaillent en dehors de chez eux, sur un chantier ou quoi que ce soit. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je comprends qu'on n'a pas toujours le temps ou pas toujours, on ne sait pas exactement ce qu'il faut mettre dans sa gamelle pour s'y emporter le midi. Ça, je le conçois. Maintenant, vous pouvez vous diriger par exemple vers des sandwichs en boulangerie, un jambon beurre, et alors un sandwich qui est vraiment... et qui n'est pas plus cher. Qui n'est pas plus cher, surtout que McDo, ça devient de plus en plus cher quand même. Et à ce moment-là, vers un pain bagna. Là, vous avez dans un pain bagna, vous avez dans un pain bagna toutes les composantes d'un repas. Vous avez des féculents avec le pain, vous avez des légumes avec les crudités, vous avez du thon, vous avez l'œuf, vous avez le thon qui est un poisson gras, donc vous avez des oméga 3. Les anchois. Vous avez les anchois, c'est encore des oméga 3. Et vous avez les olives, c'est un acide oléique. Et vous avez l'huile d'olive avec l'acide oléique. Donc vous avez quelque chose vraiment de complet déjà qui va être complet au niveau de votre estomac. Et en plus, qui est très intéressant. Le McDo, si vous voulez, c'est un problème de calories, mais c'est un problème en plus de tous les additifs qu'il y a dans... On le sait. Voilà. Vous allez manger une viande ou... ils ont beau vous dire dans la pub que c'est un œuf 100% pur. Voilà, mais non, pour faire des choses comme ça, il y a des additifs, il y a du cartilage dans la viande, il y a... Voilà. Pas terrible. Non. Bon. Écoute, Alexandra, c'était la dernière question. Bon, on a débordé en fait, mais c'est normal. C'est comme avec Denis, on avait tellement de questions. Non, mais on avait tellement de questions. C'est un sujet tellement vaste que même une émission n'y suffit pas. Moi, je terminerai peut-être avec au sens général. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cuisine.
On voit plein d'émissions à la télé avec des façons de se faire des petits plats très rapidement, etc. On avait peut-être un peu perdu cette façon de cuisiner. Ça veut dire peut-être il y a un retour aux choses simples, cuisinées. Moi je pense qu'il y a eu, si vous voulez, ça correspond à la fin des années 60, un moment où les femmes se sont mises à travailler, donc à moins cuisiner. C'est le moment où il y a eu ce développement de l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire, avec tous ces plats cuisinés et tout ça. Et moi je pense que ça a engendré de l'obésité, ça a engendré toutes ces maladies qu'on voit maintenant, qui diabète, cholestérol, de l'obésité qu'on voit chez les enfants, des diabètes de type 2 qu'on voit chez des enfants, qui n'existaient encore pas il y a une dizaine d'années. Et en plus, entachés par tous les scandales alimentaires qu'il y a eu ces derniers temps, la vache folle, tout ça. Puis bon, on se rend compte voilà, on se rend compte, je pense, qu'on mange énormément de cochonneries qui sont pas naturelles, et je pense que on n'en a pas parlé des plats cuisinés, on évite, hein. On évite les plats cuisinés aussi. Les plats cuisinés, on évite de toute façon. Ça apporte rien, hein. Rien du tout. Il n'y a rien dedans, en fait. C'est pas que ça apporte rien, c'est surtout que ça apporte du sel, des mauvaises graisses, plein d'additifs. Alors, rapidement, Alexandra, entre le plat cuisiné, je vais du pire, ou le pire, peut-être l'inverse. Allez, on va commencer par les conserves. Je ne parle pas des sardines en boîte qui sont très bonnes, hein, mais les conserves, les plats cuisinés en boîte, ou même les légumes en boîte, le plat cuisiné et le surgelé. Oui. Du mieux au moins bien. Alors, du pire, ça va être le plat cuisiné. Ah, le plat cuisiné avant la boîte. Oui, le plat cuisiné, parce que regardez la composition d'un plat cuisiné, vous avez quelque chose à la rallonge comme ça. Hein. Les conserves. Alors, après les conserves, c'est pas que c'est... Enfin voilà, moi je préfère que les gens mangent des légumes plutôt que pas du tout. Maintenant, voilà, vous avez un légume en conserve, vous avez forcément un liquide de couverture dessus qui va être fait pour conserver. Donc soit du sucre, soit du sel. D'accord. Donc en fait, votre légume, il va absorber ce sucre et ce sel. Et en plus, dans le légume, vous avez des vitamines, il y a une partie des vitamines qui s'appelle les vitamines hydrosolubles. Ça veut dire qu'elles sont solubles dans l'eau. Donc ça veut dire qu'elles vont fuir, elles vont fuir dans l'eau. À part si vous gobez l'eau en général, c'est pas ce qu'on fait. Vous perdez en fait toutes ces vitamines. La surgélation, c'est vraiment quelque chose que je recommande à mes patients. Parce que je comprends qu'on n'a pas toujours le temps d'aller faire son marché et tout ça, surtout que le temps qu'il a passé dans le transport et puis dans votre frigo et tout ça, voilà, c'est un légume, à part si vous le consommez rapidement, vous avez un légume qui s'est quand même oxydé, donc qui a perdu des vitamines. La surgélation, le légume est cueilli, il est surgelé, et la surgélation, c'est un procédé de conservation qui n'altère en rien ni les fruits ni les légumes. Vous retrouvez tout. À partir du moment où vous les prenez bruts, pas cuisinés. Voilà. Oui, tout à fait. Mais vous prenez des haricots verts, mais aussi des choux, tout ça, mais aussi des fruits. Hein. Quand par exemple, je sais pas moi, vous voulez dans votre yaourt, au lieu de le sucrer, vous mettez un mélange de fruits rouges que vous avez acheté congelé. Vous avez quelque chose de vraiment de qualité. D'accord. Voilà. Alexandra, merci infiniment d'avoir répondu à cette invitation. À vous, chers amis web spectateurs, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je sais qu'il y en a énormément, encore une fois, le sujet est très vaste. On en a fait un petit bout du chemin, il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais j'espère que ça vous a plu. Le mois prochain, nous recevrons probablement ou un vétérinaire ou un médecin généraliste. Alors affûtez déjà vos questions pour le mois prochain. En attendant, Alexandra, encore merci. Et à vous, amis web téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Et je vous donne rendez-vous au mois prochain.